Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui un cas clinique concernant l'endocrinologie, plus pratiquement l'insuffisance surrénalienne. Ça sera très intéressant pour vous. Et c'est parti. Donc, Madame LM, âgée de 35 ans, donc elle est diabétique de type 1 sous insuline depuis l'âge de 10 ans, est hospitalisée pour des douleurs abdominales et des vomissements, dans un contexte fébrile. L'interrogatoire retrouve la notion d'amaigrissement avec une asthénie qui est croissante, d'accord? Deux signes qui sont vraiment importants. L'examen clinique va retrouver une tension artérielle qui est basse, donc déjà on a une hypotension artérielle. Vous êtes frappé par son bronzage et la coloration brune des plis des coudes et des genoux. Ce signe est appelé mélanodermie. On va expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire mélanodermie. Donc c'est déjà la coloration brune. Et quelle est sa signification? Le reste de l'examen retrouve un pli cutané. Le pli cutané, comme vous savez, est un signe de déshydratation extracellulaire. Le bilan biologique va retrouver une glycémie qui est augmentée. Chimie des yeux, on aura une glycosurie. L'acétonurie, elle est négative. Pourquoi? Parce que, c'est pas pourquoi, mais ça élimine un diagnostic qui est vraiment important, c'est l'acidocétose diabétique. Donc, quand la glycémie est supérieure à 2,5, on doit mesurer systématiquement ces cours cétoniques. S'ils sont augmentés, ça nous oriente vers une acidocétose diabétique. S'ils sont négatifs, ça écarte ou là, ça élimine le diagnostic. À la FNS, donc les globules rouges 14 000, donc univers leucocytose. Les globules blancs, les globules rouges, donc hémoglobine 10,8, donc une légère anémie. Pour le nogramme sanguin, la natrémie est de 122, donc c'est une hyponatrémie. La kaliémie est de 5,6, donc c'est une hyperkaliémie. Et donc on suspecte le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne aiguë, qui est vite suspecté. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la surrénale sécrète dans l'état physiologique le cortisol et l'aldostérone. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est une hormone qui est hyperglycémiante et donc le manque du cortisol va provoquer une hypoglycémie et ça explique l'asthénie croissante chez la patiente. Ensuite, le cortisol est une hormone qui favorise la synthèse des lipides. Donc c'est une hormone qui favorise la lipogénèse. Et donc, quand on a une diminution de la synthèse du cortisol par la glande surrénale, donc dans le contexte d'une insuffisance surrénalienne, on aura pratiquement un amaigrissement. D'accord? Donc, la lipogénèse n'est plus stimulée, donc on aura une lipolyse. C'est logique. D'accord? Très bien. Maintenant, passons à l'aldostérone. L'aldostérone, sa fonction principale, c'est de réabsorber le Na+, et d'éliminer le K+, et l'H+. Quand on a une diminution de l'aldostérone, donc on n'aura pas cette réabsorption de Na+, donc on aura une hyponatrémie, et dans le sens contraire, on n'aura pas une élimination du K+, et de H+, au niveau des urines, et donc on aura une hyperkaliémie. Donc tout ça, c'est expliqué par l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et n'oubliez pas que l'eau suit le mouvement de Na+, et donc quand on n'a pas une réabsorption de Na+, ça veut dire qu'il n'y a pas du passage de l'eau vers les vaisseaux. Et donc, ça favorise l'hypovolémie et ça explique l'hypotension, c'est-à-dire la tension basse qui est chez la patiente, et ça explique aussi le pli cutané. Donc, ça, c'est de façon vraiment rapide la signification des signes cliniques retrouvés chez la patiente. Donc là, notre diagnostic, c'est l'insuffisance surrénalienne aiguë. Pourquoi aiguë? Parce qu'il y a l'insuffisance surrénalienne chronique où ces signes vont apparaître sur une période qui est plus longue par rapport à l'évolution, qui est l'apparition de ces signes. Les signes vont apparaître de façon vraiment rapide dans l'insuffisance surrénalienne aiguë. Alors, parmi ces propositions, quels sont les éléments qui vont permettre de suspecter le diagnostic d'une insuffisance surrénalienne aiguë? Eh bien, A, c'est l'hyponatrémie, c'est logique. B, le collapsus cardiovasculaire, c'est-à-dire il y a une hypovolémie, la diminution du liquide qui se trouve au niveau du sang. Et on a expliqué pourquoi. C, l'hyperleucocytose, pas vraiment, donc c'est un signe d'infection beaucoup plus qu'un signe d'insuffisance surrénalienne aiguë. L'hyperkaliémie, oui, et l'anémie, non plus, donc c'est pas vraiment un signe qui nous oriente vers l'insuffisance surrénalienne aiguë. Certes, donc voilà, c'est pas vraiment un signe. 37. Parmi les propositions suivantes, quelle est l'hypothèse à émettre pour expliquer cette situation d'urgence? Alors, A, acidose diabétique.
déclenchée par une tuberculose pulmonaire. Non plus, pourquoi? Parce que les corps cytoniques sont négatifs et donc ça écarte le diagnostic. B. Acidose diabétique déclenchée par une infection urinaire. Non plus. C. Déséquilibre diabétique par insuffisance urинalienne aiguë. Alors là, l'insuffisance urинalienne aiguë n'a pas de relation avec le diabète. Alors le diabète a une relation avec le contraire qui est l'hypercorticisme. Donc on sait que le cortisol augmente la glycémie et donc quand on a une hypersécrétion par la glande surrénalienne de ce cortisol, ça peut provoquer un diabète qui est secondaire. Mais non plus l'insuffisance surrénalienne provoque dans le cas contraire une hypoglycémie, non pas une hyperglycémie. Donc il n'y a pas une relation entre les deux maladies. Donc c'est faux. Des décompensations aiguës d'une insuffisance surrénalienne chronique méconnue par une infection urinaire, là c'est juste. On peut tomber sur l'insuffisance surrénalienne chronique qui évolue depuis des années et qui est généralement méconnue. Et quand l'infection urinaire ou un facteur déclenchant arrive, un facteur de stress ou une infection arrive, là on voit la décompensation réellement de cette insuffisance surrénalienne vers une décompensation aiguë. Sepsis grave sur une infection urinaire, non plus. D'accord? 38. Quels sont les traitements à mettre dès l'admission? Donc, A. Bolus de 10 unités d'insuline rapide dans l'intraveineux. B. Adaptation des doses d'insuline en sous-cutané. Là, c'est juste. On doit adapter les doses d'insuline. Pourquoi? Parce que le diabète est non contrôlé. C. Bolus de 100 mg d'hydrocortisone en intraveineux. Là, c'est logique, c'est juste. On doit, euh, on doit euh, euh, on doit, on doit donner du cortisol, d'accord, pour que c'est un cas d'urgence, d'accord, on doit donner du cortisol parce qu'on a une hypotension, on a une acynie, on a une hypoglycémie, d'accord, donc on doit donner les hormones, le cortisol de façon vraiment rapide et en urgence, d'accord, et on doit donner aussi, là c'est pas mentionné, on doit donner l'aldostérone, d'accord, parce qu'on a une hypotension, donc on doit donner les deux. Le potassium non plus. Pourquoi? Parce que on a une hypercalémie, on ne doit pas donner aussi le potassium. Et antibiothérapie empirique. Pourquoi? Parce qu'on a une infection urinaire qu'on doit traiter. Alors on doit imaginer que ça c'est notre glande surrénale. Et là c'est notre hypophyse. Alors l'hypophyse va sécréter une hormone qui s'appelle l'ACTH, qui va stimuler la glande surrénale à sécréter du cortisol et dans moindre degré l'aldostérone. L'aldostérone n'est pas vraiment stimulée par la CTH. L'aldostérone est stimulée par l'hypovolémie. L'aldostérone, d'accord? L'aldostérone. Alors, quand on a une diminution de la sécrétion par la glande, donc une insuffisance surrénalienne, donc forcément on aura diminution de ces deux hormones dans le sang. Et on sait que ces deux hormones provoquent un rétrocontrôle négatif quand ils sont en excès. Par exemple, ils provoquent un rétrocontrôle négatif pour inhiber la sécrétion de l'hypophyse, encore plus d'ACTH. Et quand ils sont diminués dans le sang, au contraire, le rétrocontrôle n'est pas là, donc ils sont diminués à cause de l'insuffisance. Donc on n'a pas de rétrocontrôle et donc une augmentation de la sécrétion de l'ACTH par la glande. D'accord? Une augmentation de l'ACTH. Donc l'ACTH se retrouvera augmentée, d'accord, quand on a une insuffisance surrénalienne périphérique, c'est-à-dire que l'insuffisance surrénalienne est causée par un problème au niveau de la glande elle-même, d'accord, un problème qui est périphérique, qui provoque cette insuffisance surrénalienne. Donc quand le problème est périphérique, l'ACTH se trouve augmentée. Et l'hypophyse, il faut savoir que l'hypophyse sécrète l'ACTH se forme d'une grande molécule qu'elle est scindée en deux, en ACTH qui est active et en proopiomélanine. Et la proopiomélanine stimule donc cette grande molécule qui est la proopiomélanine stimule les mélanocytes à sécréter de la mélanine, ce qui donne cette coloration. Donc à chaque fois que vous trouvez dans le cas clinique une mélanodermie, ça veut dire que la CTH est augmentée. Et quand la CTH est augmentée, on déduit que l'insuffisance surrénalienne est périphérique et non pas centrale, c'est-à-dire que le problème se trouve au niveau de la glande surrénale.
Compte tenu du contexte clinique, quelle est la cause la plus probable de cette pathologie? Alors, dans le contexte clinique, donc, on a une insuffisance surrénalienne primitive, c'est-à-dire le problème se trouve au niveau de la glande. L'étiologie la plus fréquente de l'insuffisance surrénalienne périphérique, c'est dans les pays développés, c'est la cause auto-immune. C'est les anticorps anti-21 hydroxylase, c'est la cause auto-immune. Donc, la réponse 39, c'est la B, d'accord? Et la réponse 40, c'est la C, donc dosage d'anticorps anti-21 hydroxylase. La 21 hydroxylase est une enzyme qui est très très importante, qui se trouve au niveau de la surrénale, qui est importante pour la synthèse du cortisol et l'aldostérone. Et quand elle est inhibée par ces anticorps, elle ne fonctionne plus, donnant une insuffisance surrénalienne aiguë, d'accord? Donc pour la 39, la réponse juste c'est la B, et pour le 40, la réponse juste c'est la C. Donc voilà. Voilà, j'espère que le cas clinique était bénéfique pour vous et à la prochaine.